Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 6e volet de notre série sur la découverte de l'Allemagne. Vous avez vu en rouge ce qu'on a déjà passé, en vert ce qu'on a décidé de garder pour le mois de novembre. Et puis aujourd'hui, on va s'attaquer à la dernière étape avant l'Empire allemand. Ça va être la guerre franco-allemande. Voilà le volet d'aujourd'hui. On vous propose une première partie plutôt avec des films sur cette guerre franco-prussienne. C'est une histoire un peu méconnue. Nous, depuis 2021, on la connaît un peu mieux parce que c'est en lien avec l'armée des Bourbaki qui vient se réfugier en Suisse et qui va créer un grand pataquès pour la toute jeune Croix-Rouge suisse, qui s'en est bien sorti. Notre pays s'en est bien sorti aussi. Et donc, voilà, on a un petit peu été amené à s'intéresser à cette guerre, mais sans comprendre le contexte de toute cette montée en puissance de la Prusse qui veut absolument devenir un deuxième Reich. Cette partie-là, on va essayer de vous la raconter sous différents angles, donc il y aura de la redondance, c'est pas important, mais c'est chaque fois des éclairages différents et on va voir que dans la grande histoire, il y a des petites histoires. Et notamment, il y a une histoire importante, c'est la Commune de Paris, et qui est encore moins connue. Et puis, donc on va passer la partie des Bourbaki vraiment très rapidement. On mettra 2 petits clips de la Croix-Rouge. Et puis après, c'est Jean-Pierre qui va s'occuper de nous raconter un petit peu le rôle de la Suisse pendant cette période de 1870. Et on a trouvé un texte qui vous sera mis en intégralité, en lien, sur le site, pour que vous puissiez le découvrir, parce que c'est tout à fait passionnant. C'est écrit par des Français sur le rôle qu'a joué la Suisse à cette époque-là. Et on a notamment une lettre aussi de Dufour au maréchal Leboeuf, le ministre de la guerre, pour montrer que Dufour, bien qu'il ait eu 80 ans et qu'il soit plus aux affaires, se permettait quand même d'aller tirer les oreilles au ministre de la guerre français en disant « Non, la Suisse, c'est pas ça. Nous, on est prêts. Nous, on a 100 000 hommes. On est déterminés, on est armés, on a du matériel pas si mal. On ne peut pas laisser dire à l'Assemblée nationale que la Suisse, ça va laisser passer les troupes dans tous les sens. » Alors, je profite de saluer monsieur le vice-consul d'Italie qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et on verra que l'Italie aussi a un rôle important dans cette soirée. Voilà, je vais commencer par vous rappeler le contexte de ces guerres de montée en puissance de la Prusse. La guerre franco-allemande de 1870, également connue sous le nom de guerre franco-prussienne, ou encore tout simplement guerre de 1870, est un conflit qui opposa le Second Empire français à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Cette confédération est un regroupement de 22 États allemands, dirigés par le royaume de Prusse, avec à sa tête le roi Guillaume. Celui-ci cumule donc les 2 fonctions de roi de Prusse et président de l'Allemagne du Nord. Plusieurs raisons poussèrent ces 2 nations se faire la guerre. De côté allemand, la conviction du chancelier Bismarck que le seul moyen d'unifier tous les États allemands est un ennemi commun, de préférence un envahisseur étranger. Côté français, la volonté de l'empereur Napoléon III de remanier la carte de l'Europe et le désir de son épouse, l'impératrice Eugénie, de renforcer le pouvoir impérial en vue de l'accession au trône de son fils, le prince impérial Louis-Napoléon. Et enfin, ce qui en fut l'élément déclencheur, l'affaire de la succession au trône d'Espagne. Suite à la révolution de 1868, Isabelle II se voit contrainte d'abdiquer. Les révolutionnaires ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le nouveau type de gouvernement adopté, ils se mettent en quête d'un nouveau roi. Après avoir envisagé plusieurs candidats, ils proposent le poste à Léopold Hohenzollern, ce dernier se trouvant être le cousin de Guillaume de Prusse. La France, craignant alors de se retrouver encerclée par la maison Hohenzollern, fait opposition. L'ambassadeur français Vincent Benedetti est envoyé à Bad Ems pour discuter de cette affaire avec le roi de Prusse. Guillaume informe alors l'ambassadeur que Léopold accepte de retirer sa candidature. Mais la France demande alors la garantie que plus jamais aucun membre de la maison Hohenzollern ne briguera la couronne d'Espagne. Ne pouvant s'engager de la sorte à tout jamais, il refuse. Par la suite, il refuse également une 2e entrevue avec Benedetti, estimant que la question était réglée. Mais rien de grave pour l'instant. Après tout, le principal, c'est que Léopold ait retiré sa candidature. Sauf que tout dégénère suite à la dépêche d'Ems, que Bismarck réécrit de façon abrégée, avant de la transmettre à la presse et aux ambassades.
En France, cette version abrégée, à laquelle s'ajoute une erreur de traduction, fait l'effet d'une bombe. L'opinion publique s'enflamme, et le 19 juillet 1870, la France entre en guerre, ce qui fait le bonheur des bellicistes de part et d'autre de la frontière. Comme le souhaitait Bismarck, la France est l'agresseur, ce qui encourage les États allemands du Sud à joindre leurs forces à la Confédération de l'Allemagne du Nord. Côté français, c'est seuls qu'ils entreront dans la bataille. Mais ils sont confiants, peut-être même trop. Malgré une première victoire à Sarrebruck, les Français constatent rapidement qu'ils n'étaient pas prêts à entrer en guerre et subissent une série de défaites. Ils remportent bien quelques batailles, mais se font dans l'ensemble dominés par les troupes germaniques. Suite à la bataille de Sedan, Napoléon III est fait prisonnier. Mais la guerre ne prend pas fin pour autant. Napoléon III est désavoué à Paris et la République est proclamée. Un gouvernement provisoire, le gouvernement de la Défense nationale, est mis en place. Ce nouveau gouvernement tente de réorganiser l'armée et de repousser l'ennemi. Mais c'est peine perdue. Paris se retrouve assiégé et les troupes françaises continuent d'aller de défaite en défaite. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du château de Versailles, alors que la guerre n'est pas encore terminée, Guillaume, le roi de Prusse, proclame l'Empire allemand et devient empereur, ou comme on l'appelle également Kaiser. Bismarck a alors atteint son but, l'Allemagne est unifiée. Le 26 janvier, la France s'avoue vaincue et l'armistice est signé. Cet armistice prendra effet le 28, mais ne concerne cependant pas les combats se déroulant à l'Est, et ce jusqu'à ce que les négociations relatives au nouveau tracé de la frontière soient menées à bien. Le 15 février, c'est chose faite et l'armistice général est décrété. La France perd alors l'Alsace-Lorraine, ou plutôt faudrait-il dire l'Alsace-Moselle, le jeune empire allemand n'annexant qu'une partie de la Lorraine. Elle doit également s'acquitter d'indemnités de guerre, s'élevant à 5 milliards de francs or, une partie du territoire français restant occupée jusqu'au paiement final. Ce conflit permit également à l'Italie de parachever son unité, en annexant Rome suite au retrait des troupes françaises qui garantissaient jusqu'alors son indépendance. Paris dut également faire face à une période révolutionnaire, connue sous le nom de la Commune de Paris. Ce conflit et l'humiliation qui en résulte fut l'une des raisons pour laquelle la France s'engagera dans la Première Guerre mondiale. Voilà ce petit résumé, puis maintenant on va rentrer vraiment un petit peu plus profondément dans ce conflit. Intéressant dans cette introduction, on a une réponse à la question qu'on se posait en 2021, mais comment se faisait-il qu'il y ait une armistice partielle et qu'on ne vienne pas, semble-t-il, avertir le commandant des troupes concernées que en fait l'armistice est pour tout le monde sauf lui. Et donc ces gens-là arrêtent de combattre et tout d'un coup ils sont encerclés et du coup ils ont dû se réfugier aux Verrières notamment et dans la région de là-bas pour pouvoir sauver du massacre la ville. Donc on voit que c'est à cause du tracé est de la frontière que cette partie-là n'avait pas été comprise dans la paix totale. En 1870, Napoléon III décide d'organiser un plébiscite pour faire approuver ses réformes et pour mesurer sa popularité. Et contre toute attente, le oui l'emporte avec une écrasante majorité de 82%. À cette occasion, l'empereur serait exclamé « J'ai retrouvé mon chiffre », cela faisant référence au premier plébiscite organisé. L'Empire semble donc encore avoir de beaux jours devant lui, malgré que dans les plus grandes villes comme Paris ou Lyon, le non l'a emporté. Mais à l'est, il y a un pays qui commence à devenir très menaçant, la Prusse. Ce royaume du nord de l'Allemagne menant une politique belliqueuse et cherchant à unir les autres États du Nord sous l'impulsion d'un certain Otto von Bismarck, chancelier issu de la noblesse conservatrice. Une victoire est alors d'abord remportée au Danemark lors de la guerre des duchés, puis bien plus inquiétant, contre l'Empire d'Autriche, défait à Sadova. Cela bouleversant l'équilibre européen, car jusqu'alors, l'État dominant en Allemagne était l'Autriche, grâce à la Confédération germanique. Mais avec la guerre, Vienne a dû faire un compromis avec Buda, donnant ainsi naissance à l'Autriche-Hongrie. Tandis que la Prusse s'est vue devenir le principal État allemand, les autres États décidant de s'unir autour d'elle. C'est la Confédération de l'Allemagne du Nord. 4 États du Sud décidèrent cependant de rester indépendants. C'est le cas du Bade, du Württemberg, du Hesse et de la Bavière, même s'ils gardent des liens très importants avec la Confédération, grâce notamment aux Zollverein, l'union douanière allemande. Napoléon III n'est pourtant pas resté les bras croisés. Il a bien essayé lors du conflit contre l'Autriche de réclamer une partie de la rive gauche du Rhin, sans succès. La France prévoyant après le refus allemand d'envahir la Belgique. Mise au courant, la Prusse y fera part aux grandes puissances européennes, isolant diplomatiquement encore plus la France.
La population est aussi consciente de cela, le Figaro qualifiant l'effroyable défaite autrichienne de Sadowa comme une seconde Waterloo. Des réformes militaires tardives furent alors mises en place, comme avec la loi Niel et la création d'une garde mobile, bien que sous-entraînée. Cependant, le chancelier Bismarck est convaincu que seule une guerre contre la France pourra unifier l'Allemagne, lui-même étant assez confiant sur ses chances de victoire, car ayant été informé des faiblesses de l'armée impériale. En effet, même si jusqu'à présent l'armée s'en est plutôt bien sortie comme en Crimée ou en Autriche, elle possède de nombreux problèmes, le premier étant sûrement le système de recrutement, basé sur le tirage au sort, et la logistique, un soldat devant parfois voyager dans plusieurs villes avant d'être apte à aller au combat. Un autre problème majeur était aussi l'état-major, totalement incompétent. L'équipement français était malgré tout assez bon, surtout les fusils chasse-peau. Du côté prussien, de nombreuses réformes militaires avaient été mises en place par von Roon, tandis que l'état-major dirigé par von Moltke était des plus compétents. L'armée avait aussi eu l'occasion de s'entraîner, comme lors de la guerre des duchés ou contre l'Autriche. Un des principaux avantages résidait aussi sûrement dans l'existence d'un système de service universel, permettant une mobilisation en plus grand nombre et rapide, contrairement au système de tirage au sort français. L'équipement prussien possédait aussi, malgré une faiblesse au niveau des fusils, une très bonne artillerie, avec les fameux canons Krups. C'est dans ce contexte que Bismarck va chercher un prétexte pour entrer en guerre face à la France, et ainsi réaliser son unité allemande. C'est alors qu'en 1868 a lieu une révolution en Espagne, renversant la reine Isabelle II au profit d'un nouveau roi. Mais lequel choisir? D'autant qu'il faut trouver un roi démocrate prêt à faire des concessions. Joan Prim, régent à cette période et opposant Isabelle, déclarant assez ironiquement « Trouver un roi démocrate en Europe est aussi difficile que de trouver un athée au ciel ». Et après de nombreuses propositions dont une bonne partie refusée, l'Espagne finit par trouver un prétendant prussien, Léopold de Hohenzollern, poussé par Bismarck. Évidemment, la France, craignant d'être encerclée par la Prusse à l'est et par l'Espagne au sud, s'opposa à cette candidature et exigea qu'elle soit retirée, ce qu'accepta le roi de Prusse Guillaume Ier, soucieux de ne pas déclencher de conflit en Europe. Cependant, la France voulut obtenir la garantie que plus aucun prince de la maison des Hohenzollern ne prétendrait au trône d'Espagne. L'ambassadeur français fut alors reçu à Ems par le roi de Prusse, qui lui confirma son retrait de la candidature de Léopold, sans pour autant s'y engager plus. La situation semble alors s'être calmée, l'ambassadeur saluant le roi avant son départ à Berlin. Néanmoins, Bismarck, bien informé des faiblesses de son adversaire et conscient qu'une guerre pourrait servir à l'unification de son pays, en décida tout autrement, et avec la concertation de von Moltke, le chef de l'état-major, écrit un récit tronqué de l'entretien entre le roi de Prusse et l'ambassadeur français, faisant croire que l'ambassadeur aurait été humilié. C'est la dépêche d'Ems, envoyée aux chancelleries d'Europe. En France, l'opinion publique déjà bien hostile à la Confédération ne souhaite pas laisser impunir une telle humiliation, d'autant que l'on est confiant sur la supériorité de l'armée française. À Paris, ville portant à tendance républicaine, on s'indigne, et à l'Assemblée, on vote en faveur de la guerre, pour que cette dernière soit finalement déclarée par la France le 19 juillet 1870. Les États sud-allemands, historiquement favorables à la France, décidèrent de rejoindre la Confédération, considérant que la France est l'agresseur, et ayant déjà conclu des alliances les années précédentes. Pour Napoléon III qui est au courant des faiblesses de son armée, la guerre peut aussi être un outil politique formidable. Une victoire lui permettrait d'affirmer son pouvoir dans les plus grandes villes, comme Paris, et cela semble marcher vu l'engouement suscité par le conflit. Mais malgré une première victoire française à Sarrebruck, il faut se rendre à l'évidence. L'armée n'est pas prête, et dispose de bien moins d'hommes que la Prusse. Une défaite à Wissembourg n'affole étonnamment pas la bourse de Paris, qui reste stable. Il faudra attendre une série de défaites pour qu'elle dégringole totalement. Pour la France, c'est alors la débâcle. Après la défaite stratégique de Saint-Privia, le maréchal Bazaine est contraint de s'enfermer dans la forteresse de Metz, le 20 août, avec ses 180 000 soldats. À l'international, on préfère observer et rester neutre. Et à vrai dire, la France est très isolée diplomatiquement. Il y a cependant un pays qui aurait été intéressé à la rejoindre. C'est le Danemark, frustré de la perte de territoire lors de la guerre des duchés. Des manifestations anti-allemandes étaient organisées, tandis que les journaux se prononcèrent en faveur de l'intervention. Mais malheureusement pour la France, le roi du Danemark, informé des nombreuses défaites, abandonna l'idée de reprendre ses terres. Du côté de Napoléon III et de MacMahon, la situation n'est pas meilleure. Après une héroïque défense des troupes de marine lors de la bataille de Bazeilles, l'empereur et le maréchal sont enfermés à Sedan, encerclés par l'armée prussienne, et doivent se rendre le 2 septembre avec leurs 100 000 soldats. Les deux hommes sont alors faits prisonniers avec. Cette date du 2 septembre devenant aussi au passage le jour de la fête nationale allemande jusqu'en 1918. La victoire rapide de Sedan fit aussi croire à Bismarck en une paix. En réalité, la défaite française ne marque le début d'une nouvelle phase du conflit. Dans la capitale, l'annonce des défaites provoque le soulèvement de la population parisienne, qui ne tarde pas à envahir l'hôtel de ville. Un gouvernement de la défense nationale est alors mis en place,
acclamé par la foule. Un plébiscite local est aussi organisé, permettant de s'attirer le soutien de la population, malgré une forte abstention. Ce nouveau gouvernement, avec le général Trochu à sa tête, a donc les pouvoirs pour réorganiser ce qu'il reste de l'armée, et reprendre la situation en main. Malgré le risque, il décide de rester à Paris, et de scinder le gouvernement en deux. Une partie dans la capitale, l'autre à Tours. Le 17 septembre, les Prussiens commencèrent alors le siège, convaincus que la ville se rendrait en quelques semaines. En réalité, Paris n'est pas prêt à se rendre, et parvient même à s'attirer la sympathie de l'opinion publique internationale, qui condamne le comportement de la Prusse. Dans le même temps, Gambetta, le ministre de la Guerre et de l'Intérieur, quitta Paris en montgolfière pour rejoindre Tours, et ainsi former de nouvelles armées et continuer le combat. C'est un réel engouement patriotique qui se met en place, que ce soit des Vendéens royalistes, pourtant hostiles à la République, ou des chemises rouges de Garibaldi. Ce dernier, bien qu'étant italien, dirigeant l'armée des Vosges, constituée essentiellement d'étrangers. 3 autres armées furent aussi créées, celles de la Loire, du Nord et de l'Est. Une armée de Bretagne avait aussi été prévue, comptant 60 000 volontaires. Mais le gouvernement, craignant une renaissance de la chouannerie, négligea cette armée, qui n'aura même pas eu le temps de combattre. C'est en fait décimée par la dysenterie. Une partie fut néanmoins incorporée à celle de la Loire. Malheureusement pour le nouveau gouvernement, le 19 octobre, le maréchal Bazaine se rend sans combattre à l'ennemi alors qu'il était assiégé à Metz, livrant ainsi ses 170 000 soldats, 1600 canons et 278 000 fusils. Cet acte de trahison à son gouvernement lui valant le surnom par les Messins de traître de Metz. Cette capitulation permettant à l'armée allemande qui était assignée à Metz, la deuxième armée, de s'occuper d'autres fronts, réduisant ainsi les chances de lever le siège de Paris pour les Français. En décembre, l'état-major prussien, frustré que Paris ne se rende pas, décide de bombarder la ville, avec des canons Krups. Ces mêmes canons qui avaient été exposés quelques années auparavant à l'exposition universelle dans la même ville. La Prusse est bien consciente que si elle veut négocier la paix, elle lui faut obtenir Paris, ce qui continua à attirer la sympathie de l'opinion publique internationale envers les Parisiens, qui tiennent bon même après 20 jours de bombardement. Peu de temps après, le 18 janvier, le roi de Prusse Guillaume Ier est proclamé empereur à Versailles dans la Galerie des Glaces. Ce lieu n'étant pas choisi au hasard, car étant d'une part le quartier général des Prussiens, et d'autre part car Versailles symbolise la grandeur de la France, permettant d'appuyer le fait que c'est sur la défaite française que l'Allemagne est née. Une autre nation en profite pour achever son unification, c'est l'Italie, qui après le renvoi du corps expéditionnaire français à Rome, s'empare de la ville du pape, et en fait sa capitale. Du côté des armées françaises, la situation est tendue. Celle de la Loire enchaîne tout d'abord les victoires, mais à cause de la capitulation de Bazaine, elle se retrouve face à la deuxième armée allemande, et doit se replier après une défaite. Pour ce qui est de celles de l'Est et du Nord, elles finirent vaincues respectivement à Héricourt et à Saint-Quentin. Seule l'armée des Vosges, avec Garibaldi à sa tête, s'en est vraiment bien sortie, remportant 2 victoires, dont une importante à Dijon, alors même que cette armée était composée en bonne partie d'étrangers mal équipés. Cependant, il fallut se rendre à l'évidence. Paris ne pourrait plus tenir bien longtemps, et tout espoir de rompre le siège serait vain. Le 28 janvier est donc signé un armistice mettant fin aux opérations militaires à l'est de la France. Paris s'étant finalement rendu après 4 mois de siège. Seul Belfort continue à résister. L'Allemagne laisse alors le temps à la France d'organiser des élections, qui voient les monarchistes, légitimistes et orléanistes, favorables à la paix, remporter la majorité des sièges. Parmi les plus grands partisans de la paix, Adolphe Thiers, qui s'est rallié entre-temps à la République conservatrice et qui est devenu chef du gouvernement. Le 26 février est donc signé le traité préliminaire de paix mettant un terme au conflit, adopté à une écrasante majorité de 546 voix contre 170. Confirmé par le traité de Francfort signé le 10 mai, la France cède l'Alsace et la Moselle, ce que les Allemands appelleront l'Alsace-Lorraine. Elle doit aussi payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. En réalité, cette somme représente bien plus que ce que le conflit a coûté à l'Allemagne. Bien plus qu'une indemnité, c'est un tribut. L'Allemagne occupa aussi une bonne partie du nord de la France jusqu'au paiement. Cette dernière a cependant pu négocier le contrôle de Belfort, une ville héroïquement défendue, en échange de quelques villages en Lorraine. C'est donc un traité très punitif à l'égard de la France qui est mis en place, les conséquences de la guerre étant indénombrables. L'équilibre européen se trouve chamboulé. L'Allemagne s'est vue devenir la puissance dominante en Europe continentale. La politique de Bismarck à la suite du conflit étant d'isoler diplomatiquement la France. Comme avec l'alliance des 3 empereurs, réussissant un temps avant que Paris ne s'allie à Saint-Pétersbourg et ne se rapproche de Londres, craignant la montée en puissance du Kaiser et de sa flotte. Et en parlant de flotte, elles furent bien présentes lors du conflit. Mais la Prusse ne pouvait s'opposer à la marine française, alors que cette dernière n'a pas pu faire de blocus, à cause de la mer devenue trop impraticable, et manquant de charbon et de réservistes. Les morts du conflit sont nombreuses, surtout du côté français, avec près de 139 000 morts, contre 51 000 côté allemand.
Il est aussi à noter que la maladie a fait moins de ravages que lors des conflits précédents. Sur 8500 Prussiens malades, c'est 450 morts, et pour 125 000 Français, c'est 23 000 décès. Pour la République naissante, les problèmes ne sont pas finis. À Paris, on est hostile à l'Assemblée royaliste, qui s'est d'ailleurs déplacée à Versailles, ville symbolisant l'absolutisme royal et la défaite face à l'Allemagne. Ces tensions qui donneront lieu à la Commune de Paris. La défaite créa aussi en France un profond sentiment revanchiste, marquant la vie de la Troisième République, encourageant une politique coloniale et étant à la base de la crise boulangiste. Ce revanchisme ne se manifestant pas seulement dans la politique, mais aussi dans l'art, avec les nombreuses œuvres de Alphonse de Neuville, la littérature, comme avec Boule de Suif de Maupassant sur la collaboration des élites françaises avec l'occupant, ou la débâcle de Zola sur la confusion de l'armée française, ou encore dans la musique, avec la Strasbourgeoise ou Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, qui met en valeur le courage des troupes françaises. Au niveau intellectuel aussi, on prend leçon de la guerre, et on crée l'école libre des sciences politiques ou Sciences Po, ayant pour objectif de former la future élite politique du régime. En Allemagne aussi, la guerre aura marqué les esprits. Dans les arts et la littérature, on illustre et retrace les étapes de l'unification. Mais l'on est aussi marqué par les francs-tireurs, ces soldats qui ne font pas partie de l'armée, qui ne portent pas l'uniforme et qui résistent à l'occupant. Le village de Bazeilles, où ils ont été particulièrement actifs, a par exemple été brûlé par les troupes bavaroises. Les conséquences de la guerre sont encore nombreuses. On peut citer l'abandon progressif de la cavalerie, qui se montre de moins en moins efficace, ou le développement du droit humanitaire international. Ce conflit étant le premier où les deux belligérants signèrent la Convention de Genève, malgré que les deux camps commirent plusieurs violations à la Convention, la Croix-Rouge intervenant autant en Allemagne qu'en France. Aujourd'hui, cette guerre est assez présente dans la mémoire des deux pays, que ce soit via les arts ou les nombreux monuments aux morts, mais aussi de manière plus inattendue. Par exemple, le nom du célèbre quartier d'affaires de Paris, La Défense, étant une référence aux soldats ayant défendu la ville. Comme nous l'avons donc vu, cette guerre partie des ambitions d'unification allemande et d'une querelle dynastique en Espagne a vu la fin du Second Empire, avec la bataille de Sedan, et la naissance de la Troisième République. Néanmoins, malgré quelques victoires, cette dernière ne parvient pas à reprendre le conflit en main, pour que finalement la paix soit signée en février. Cette paix voyant notamment l'affirmation de l'Allemagne comme puissance dominante en Europe centrale, et la naissance d'un sentiment revanchiste en France. La Nouvelle République est cependant assez fragile, et devra faire face à de nombreux problèmes, comme l'Assemblée à majorité monarchiste ou la Commune de Paris. Marqué guerre franco-prussienne, mais il faut traduire par guerre franco-allemande cette fois, puisque c'est tout l'Allemagne unifiée qui vient se battre aux côtés de la Prusse. Et puis, je vous propose la même chose cette fois, mais en 5 actes, par la Fondation Napoléon, et qui donne des éclairages vraiment plus détaillés dans certains domaines. Nous commémorons en 2020 le 150e anniversaire de la guerre de 1870, une guerre méconnue et pourtant une guerre capitale.
Les causes de la guerre de 1870 naissent dans le principe des nationalités, la volonté en fait de l'Allemagne de faire son unité sous l'égide de la Prusse. Bismarck, en 1862, devient le ministre-président de Prusse et dans le discours de politique générale qu'il prononce devant le Landtag de Prusse, il annonce vouloir faire cette unité au besoin par le fer et par le sang. Il deviendra le chancelier de fer. Il va s'y atteler dans les années qui suivent. En 1864, il lance une guerre contre le Danemark qui est victorieuse. En 1866, il chasse l'Empire d'Autriche d'Allemagne au terme d'une bataille qui s'appelle la bataille de Sadova, le 3 juillet 1866. Napoléon III avait encouragé ce principe des nationalités et le début de l'unification allemande, en particulier à l'entrevue de Biarritz avec Bismarck en 1865. Il prend, après Sadova, brusquement conscience du danger prussien. Il va lancer un grand projet de réforme militaire, c'est la loi Niel qui verra le jour en 1868, mais la montagne accouche d'une souris, cette loi prépare mal la France. Pour les esprits éclairés et ceux qui analysent la situation, ils se rendent très vite compte qu'en fait, comme le dit Prévost Paradol dans son livre de 1868, La France nouvelle, la France et la Prusse sont désormais deux trains express lancés sur la même voie en sens contraire et à pleine vitesse. Le choc est inévitable. Après la guerre contre le Danemark, après la guerre contre l'Autriche, Bismarck cherche un motif pour déclencher une guerre contre la France qui parachèvera le processus d'unification allemande. Et il va tendre un guet-apens à la France, le mot n'est pas trop fort, c'est l'historien Joseph Becker de Munich qui l'a prouvé récemment en trouvant de nouvelles preuves. C'est ce que l'on a appelé le guet-apens Hohenzollern, la candidature Hohenzollern au trône d'Espagne. Le trône d'Espagne est vacant depuis 1868. La reine Isabelle et l'infant se sont réfugiés en France et Bismarck va pousser un candidat prussien, le cousin de son roi, le cousin du roi de Prusse, Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen. Quand la nouvelle va parvenir à Paris, le 2 juillet 1870, ça va être l'embrasement. La presse va s'enflammer, l'opinion publique va s'enflammer et Napoléon III va, lui qui écoutait le peuple français, suivre un petit peu le mouvement, trompé en grande partie par son ministre des Affaires étrangères, le duc de Gramont, et par son ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, qui, même s'il n'a pas prononcé la fameuse phrase « l'armée est prête jusqu'au dernier bouton de guêtre », lui disait quand même que l'armée française était prête et qu'il fallait être les premiers à déclencher la guerre. Les crédits de guerre vont être demandés au corps législatif le 15 juillet 1870 et le corps législatif va voter ces crédits de guerre. Oui, mais voilà, au moment de la déclaration de guerre, 4 jours plus tard, le 19 juillet 1870, la France n'est pas prête. Napoléon III est malade, il est atteint de la maladie de la pierre et nous allons très vite nous rendre compte que l'armée française est beaucoup plus faible que son homologue prussienne. Lorsque le 28 juillet 1870, Napoléon III part aux armées, il y a une ambiance festive autour de lui, car tout son entourage, mais le peuple de Paris aussi, pense à une guerre courte, une guerre qui va être victorieuse. Napoléon III est beaucoup plus lucide, et lorsqu'il arrive à Metz, il se rend compte de l'état de son armée. La concentration, la mobilisation des troupes n'est pas bonne, elle se fait très difficilement. Le matériel de son armée est moins bon que le matériel de l'armée prussienne et de l'armée allemande, puisque toute l'Allemagne fait corps derrière la Prusse. Il se rend compte que l'Italie et l'Autriche, sur lesquelles il croyait pouvoir compter, ne seront probablement pas derrière lui dans cette guerre. Et de ce fait, il va modifier la stratégie. La stratégie, initialement, était une stratégie offensive, et il va se lancer dans une stratégie défensive. Alors la seule chose, c'est que le 2 août, il y aura une petite escarmouche. Les Français attaqueront Sarrebruck, qui ne sera pas du tout défendu en fait par les Prussiens. Les Français prendront la ville, mais ils rétrograderont sans même détruire les ponts. Et à la suite, il y a un enchaînement de défaites absolument dramatiques. Le 6 août 1870, les Français perdent en Lorraine, à Forbach-Spicheren. Ils perdent également
à Fröschwiller et Wörth, la bataille en fait d'Alsace. Ils doivent rétrograder au camp de Châlons pour une grande partie de l'armée, où l'armée est en complète déliquescence, et le maréchal Bazaine s'enferme dans Metz. Au terme de 3 batailles qui se déroulent du 14 au 18 août, Bazaine ne parvient pas à desserrer l'étreinte. Il est encerclé dans la ville de Metz. Et l'impératrice régente, avec le nouveau chef du gouvernement, le comte de Palikao, vont inciter Napoléon III et le maréchal MacMahon à aller libérer Bazaine à Metz. Très rapidement, une dépêche apprend aux Prussiens que l'empereur Napoléon III et le maréchal MacMahon se dirigent vers Metz. Ils vont leur couper la route. Et à ce moment-là, l'armée de MacMahon et de Napoléon III bifurque vers le nord, très rapidement se retrouve encerclée dans la cuvette de Sedan. Et le 1er septembre 1870, c'est la défaite de Sedan. C'est très shakespearien. Napoléon III va chercher la mort sur le champ de bataille, car l'impératrice Eugénie lui a dit qu'un Napoléon devait mourir à la tête de son armée quand il n'était pas victorieux. Il ne va pas trouver la mort. Et pour épargner le sang de ses hommes, il va décider de capituler. Non pas un armistice lui donnerait une chance de poursuivre avec son régime, mais une capitulation qui est une défaite militaire, une défaite humiliante, mais qui préserve toutes les chances militaires de la France. Il le sait, Napoléon III, il y a un risque de révolution à Paris. Et lorsque la nouvelle va être connue à Paris le 4 septembre 1870, le peuple parisien va effectivement faire une révolution. L'impératrice Eugénie ne veut pas que le sang coule et elle va laisser, en fait, le peuple parisien proclamer la République. La guerre de 1870 ne s'arrête pas pour autant. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée et le gouvernement de défense nationale républicain, avec entre autres à sa tête Léon Gambetta, d'abord ministre de l'Intérieur et très rapidement ministre de l'Intérieur et ministre de la Guerre, va décider de poursuivre cette lutte contre les Prussiens, contre les Allemands. Aux grandes dames des Français et de l'intérêt national, car les défaites vont également s'enchaîner aux défaites qu'il y a eu sous l'Empire. Et de ce fait, le sort qui va être réservé par les Allemands aux Français va être encore plus dur au moment des traités de paix. Des épisodes de grande bravoure, des épisodes héroïques, comme le siège de Belfort, où s'illustrera le colonel d'Enfer Rochereau, ou le siège de Bitche, une grande énergie, bien évidemment, de Léon Gambetta, qui s'envolera, l'épisode est célèbre, dans un ballon pour contourner les lignes allemandes et organiser la défense depuis Tours, puis depuis Bordeaux, enlevant de nouvelles armées, mais un enchaînement dramatique de défaites. Et puis un siège de Paris qui commence à la mi-septembre et qui est extrêmement dur pour les Parisiens, très rapidement la famine, et à partir du mois de décembre 1870, des bombardements organisés par les Allemands avec ces gros canons Krupp pour affaiblir le moral des Parisiens et pousser le gouvernement à l'armistice, à la capitulation et à signer une paix. C'est ce qui interviendra, l'armistice, à la fin du mois de janvier 1871. Bismarck veut traiter de la paix avec un gouvernement légal et une assemblée élue, et des élections législatives auront lieu en février 1871. Dans ces conditions, et car le peuple français ne veut pas poursuivre la lutte, ce ne sont pas non plus les républicains qui gagnent ces élections, mais les monarchistes, les légitimistes et les orléanistes qui souhaitent la paix, et il y a un raz-de-marée en leur faveur pour la paix aux élections de février 1871. La guerre de 1870 est une guerre méconnue, et pourtant c'est une guerre qui a des conséquences très importantes. D'abord, par son bilan humain. Imaginez qu'en 10 mois de guerre, il y a 200 000 morts, dont les 3/4 sont des morts français. La démographie française s'inverse presque à la faveur de la guerre de 1870. Les conséquences sont également politiques et géopolitiques. Le 18 janvier 1871, dans la galerie des glaces du palais de Versailles, le Deuxième Reich, le deuxième empire allemand, est proclamé en faveur du roi de Prusse, qui devient l'empereur Guillaume Ier. Bismarck dira que c'est le plus beau jour de sa vie. L'unification allemande est faite.
Et désormais, l'Allemagne va dominer pendant 20 ans le continent européen jusqu'au départ de Bismarck en mars 1890. Le processus d'unification italienne également se poursuit et s'achève presque, puisque c'est l'armée française qui défendait la ville de Rome et elle a dû faire appel à son armée pendant la guerre de 1870. Les Garibaldiens en ont profité. Rome devient la capitale du royaume d'Italie en 1871. Pour la France, les conséquences sont importantes puisque à partir du 4 septembre 1870, la République est proclamée, elle deviendra le régime intangible de la France jusqu'à aujourd'hui, hors la parenthèse du régime de Vichy. L'une des conséquences les plus dramatiques, les plus importantes pour la France, c'est le traité de paix, le traité de Francfort du 10 mai 1871, l'un des plus durs traités qui a été imposé par un peuple, le peuple allemand en l'occurrence, à un autre peuple, le peuple français. Tout d'abord, une indemnité de guerre absolument phénoménale de 5 milliards de francs or et une occupation du territoire tant que la France n'arrive pas à acquitter cette indemnité. Il se trouve que la France est très riche, qu'elle contractera des emprunts sur la scène internationale et arrivera en 2 ans et demi à rembourser. Et puis bien évidemment, la perte de l'Alsace-Moselle qui sera une blessure au flanc de la France dramatique et qui entraînera une volonté de revanche du peuple français. Bien évidemment, la conséquence la plus dramatique de la guerre de 1870, c'est que s'enclenche un processus. La République va reposer sur 2 piliers, l'école et l'armée, avec l'idée de revanche. Et l'Allemagne gardera en tête elle-même l'idée que les Français peuvent vouloir cette revanche. On peut considérer la guerre de 1870 comme la matrice des 2 guerres mondiales du XXe siècle, la Grande Guerre de 14-18 et, par l'enchaînement des faits, celle de 39-45. Alors on voit, c'est un petit peu le même sujet, mais raconté avec des éclairages quand même assez différents. Alors, en cette période de fake news qui nous inonde, vous verrez que ceux qui reconnaîtront quelques éléments dans ce qui se passe avec le rôle de la presse et le rôle des fausses nouvelles, eh bien, il faut nous attarder un petit peu sur cette dépêche d'Ems. Je vous propose de nous en parler un petit peu avec ça. « 2 juillet 1870. Le trône d'Espagne, inoccupé depuis 2 ans, s'est trouvé un nouveau successeur. Le prince Léopold de Hohenzollern doit être couronné avant la fin du mois. Mais cette succession, d'apparence banale, ne plaît pas du tout à la France. Et pour cause, le futur roi d'Espagne n'est pas du tout espagnol, mais allemand. En effet, le prince Léopold est un cousin de Guillaume Ier, roi de Prusse, le plus puissant des royaumes allemands. Voilà des années que les relations entre l'Empire français et le royaume de Prusse sont au plus bas. Car la Prusse, belliqueuse et expansionniste, étend depuis plusieurs années son influence en Europe. Au fil de ses conquêtes, le royaume entend bien fédérer les États des pays germaniques sous son joug. En plaçant un Allemand à la tête de l'Espagne, les Prussiens souhaitent donc prendre la France en tenaille et ainsi rompre l'équilibre précaire entre les 2 nations. C'est exactement le plan rusé imaginé par Otto von Bismarck, redoutable ministre-président du royaume de Prusse. L'homme d'État voit en une guerre contre l'ennemi commun français le meilleur moyen d'unir l'Empire allemand. 8 ans plus tôt, il avait déclaré: Ce n'est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues, mais par le fer et par le sang. Depuis le début de l'année 1870, Bismarck œuvre en secret pour que la candidature du prince Léopold soit maintenue. Faisant fi des pressions de la France et allant même à l'encontre de l'avis de son roi, le chancelier prussien pense jouer un coup de maître. Il voit juste. La provocation, un roi allemand sur le trône d'Espagne, fait immédiatement l'effet d'une bombe en France. Ainsi, le 7 juillet, le journal Le Pays écrit dans ses colonnes:
Cette affaire qui eût été sans importance il y a 10 ans est la goutte d'eau qui fait déborder notre calice trop plein d'amertume. Ou la Prusse retirera ses prétentions, ou elle se battra. En France, les appels à la guerre fusent. Napoléon III réunit en urgence ses ministres au palais des Tuileries et tente de trouver une issue pacifique à la situation. Pour obtenir le retrait de la candidature du prince Léopold, l'empereur français envoie le comte Vincent Benedetti, ami proche et ambassadeur de France, rencontrer le roi Guillaume Ier en personne. « 9 juillet 1870, cité thermale de Bad Ems, royaume de Prusse. Située au bord d'une rivière nichée dans une vallée verdoyante, la ville thermale de Bad Ems est un endroit prisé par l'aristocratie et la noblesse européenne. C'est ici que le roi de Prusse, Guillaume Ier, est en cure. Au petit matin, un homme débarque dans la cité thermale. Coiffé de son plus beau chapeau, vêtu de son plus beau costume et muni de sa canne, le comte Benedetti est bien décidé à faire entendre les exigences de la France. Lors d'une rencontre protocolaire avec le roi Guillaume Ier, l'ambassadeur de France demande au souverain prussien d'acter officiellement le renoncement de son cousin le prince Léopold au trône d'Espagne. Le roi de Prusse est contrarié par la demande des Français. Néanmoins, 3 jours plus tard, le prince Léopold fait connaître à l'Espagne le retrait de sa candidature. L'opération diplomatique est un véritable succès pour les Français. La paix semble préservée. Pris à contre-pied, le chancelier Otto von Bismarck, qui a tout orchestré, fulmine. Son piège a été déjoué. De son côté, Napoléon III, lui, ne se satisfait pas de cette réussite et entend bien aller plus loin. Au petit matin du 13 juillet 1870, le comte Benedetti et le roi Guillaume Ier sont une nouvelle fois en promenade. Cette fois-ci, l'ambassadeur de France exige que le roi de Prusse acte non seulement de sa propre main le retrait de la candidature du prince Léopold, mais qu'il garantisse également que plus aucun Hohenzollern ne convoitera le trône d'Espagne. Agacé par l'insistance des Français, le roi de Prusse refuse. Il n'en garde pas moins son calme et sa légendaire courtoisie et congédie poliment l'ambassadeur. Le lendemain, Guillaume Ier repart pour Berlin. L'ambassadeur de France vient le saluer une dernière fois à la gare. Entre l'Empire de France et le Royaume de Prusse, la guerre n'est pas encore inéluctable. Mais un homme compte bien transformer la journée du 13 juillet en un incident diplomatique majeur. « 13 juillet 1870, Berlin, 18h. Autour d'une table, 3 hommes dînent dans une ambiance morose. Les épais sourcils froncés et la mine inquiète, l'imposant et corpulent Otto von Bismarck passe inlassablement sa main le long de sa moustache. Entouré de son chef d'état-major, le général von Moltke, et de son ministre de la guerre, Albrecht von Roon, le chancelier a du mal à cacher son amertume. Pour lui, le roi Guillaume Ier a cédé face à l'insistance des Français. Il n'aurait jamais dû accepter le retrait de la candidature du prince Léopold. Bismarck, qui souhaite la guerre plutôt que la paix, voit s'échapper la chance de créer un vaste empire germanique sous la tutelle de la Prusse. Dépité, il envisage de démissionner de son poste. Quand soudain, un télégramme chiffré lui parvient. Bismarck s'empare de la dépêche et la lit à ses invités. La missive relate de façon factuelle et banale les derniers échanges entre l'ambassadeur de France et le roi à Ems. Le message dépeint l'attitude sévère mais respectueuse de Guillaume Ier envers le comte Benedetti. Les yeux d'Otto von Bismarck s'illuminent. Ce télégramme d'apparence anodine peut retourner la situation. S'il le remanie, condense son contenu et retire certains passages, la teneur des propos prendra un tout autre sens. Le regard du chancelier allemand se tourne vers von Moltke, qui l'interroge. En cas de guerre contre la France, la Prusse peut-elle gagner ? Confiant, le chef d'état-major répond par l'affirmative. Ses troupes sont aguerries et très entraînées. La logistique allemande est supérieure à celle de la France.
plus la guerre éclatera vite, plus les Prussiens auront de chances de l'emporter. Bismarck se lève alors et s'empare d'un crayon et d'une feuille de papier. Le chancelier se penche sur la page blanche et commence à rédiger une version condensée du télégramme. Il retire toutes les marques d'apaisement et remanie le texte pour faire croire que le roi Guillaume Ier a refusé tout dialogue avec l'ambassadeur de France et qu'il l'a vulgairement congédié. Surtout, il ne fait aucune mention du renoncement allemand à la couronne d'Espagne. Bismarck explique les détails de son plan. Cette nouvelle version de la dépêche, plus humiliante, piquera l'orgueil des Français au vif. Si la France se sent provoquée, c'est elle qui attaquera en premier. Et en cas d'agression de l'ennemi, la Prusse pourra compter sur ses alliances avec les autres États allemands, tandis que la France se retrouvera isolée. Le chancelier conclut. Voilà qui produira sur le taureau gaulois l'effet du chiffon rouge. Sans attendre, Bismarck envoie son télégramme remanié à toutes les ambassades et à la presse. Véritable fausse information, la dépêche d'Ems se répand comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Son effet est dévastateur. Un jour plus tard, le 14 juillet 1870, l'humiliation supposée de l'ambassadeur Benedetti fait la une des journaux en France et outre-Rhin. La fausse information orchestrée par Bismarck embrase les rues de Paris. Et pour couronner le tout, une erreur de traduction s'est glissée dans la dépêche. Le terme allemand « Adjutant », employé par Bismarck, signifie aide de camp. Mais les journalistes l'ont traduit par « adjudant », soit un grade de sous-officier, renforçant ainsi la supposée humiliation dont a été victime le comte Benedetti. Les presses de France tournent à plein régime et chaque rédaction y va de son superlatif pour qualifier l'attitude provocatrice de la Prusse. Dans les rues de la capitale, une foule immense envahit les boulevards. Le peuple, indigné et chauffé à blanc, brandit des drapeaux et hurle à l'anéantissement de l'ennemi. Au Parlement, la guerre est sur toutes les lèvres. Si la France ne veut pas perdre la face, elle doit répondre à l'insulte prussienne par une déclaration de guerre. Or, les députés ne prennent même pas le temps d'interroger l'intéressé. L'ambassadeur Benedetti, qui nie avoir été insulté et qui est le seul à savoir ce qu'il s'est vraiment passé, n'est même pas entendu. Le ministre de la Guerre, Edmond Leboeuf, déclare que l'armée française est prête au combat et l'Assemblée vote les crédits de guerre. Napoléon III, qui ne voulait pourtant pas d'un conflit, se résigne. Le 19 juillet 1870, l'Empire français déclare la guerre au Royaume de Prusse. De l'autre côté du Rhin, le jeu des alliances s'enclenche et l'Allemagne mobilise ses troupes. Près de 400 000 soldats allemands s'opposent à 230 000 soldats français. Dès les premiers jours du conflit, la supériorité militaire des États allemands est écrasante. Les puissants canons d'artillerie Krupp font des ravages et quand les Français doivent marcher jusqu'au front, les Allemands acheminent leurs soldats en train grâce à leur vaste réseau ferroviaire. Les lacunes de l'armée de Napoléon III éclatent au grand jour. En quelques semaines, les forces françaises sont défaites et les grandes places fortes de l'Est sont prises d'assaut. Strasbourg et Metz sont assiégés. Des centaines de milliers de soldats français sont pris au piège, encerclés par les forces allemandes. La guerre tourne au désastre. Le 1er septembre 1870, à peine plus d'un mois après le début des hostilités, une partie de l'armée française se replie aux côtés de l'empereur dans la citadelle de Sedan. Les conditions sont exécrables. Sous une pluie d'obus allemands et dans une enceinte trop réduite, c'est le désordre complet et la panique dans les régiments français. À 16h30, acculé, Napoléon III en personne fait hisser le drapeau blanc sur la citadelle pour éviter un massacre. Le lendemain, le 2 septembre 1870, Napoléon III s'incline devant l'ennemi. Le vaincu rencontre le vrai vainqueur, Otto von Bismarck.
Il ignore en effet que Bismarck est à la manœuvre depuis le début. C'est lui qui, avec la dépêche d'Ems, a précipité la guerre. C'est lui aussi qui, depuis le début, s'est immiscé en secret dans la question de la succession au trône d'Espagne. Il savait que les Français tomberaient dans son piège. Lorsque la nouvelle de la capitulation atteint Paris, c'est la révolte. Le 4 septembre, l'empereur Napoléon III est destitué. Une foule d'émeutiers s'empare du Palais Bourbon et Léon Gambetta proclame la République à l'Hôtel de Ville. Mais la guerre n'est pas terminée. Le nouveau gouvernement français souhaite continuer le combat. Le 19 septembre 1870, les Prussiens et leurs alliés arrivent aux portes de Paris et commencent à assiéger la capitale. Pendant plusieurs mois, la ville résiste aux différents assauts de l'ennemi. Le siège impitoyable plonge la ville dans la misère. En plein hiver, les conditions de vie sont atroces. La malnutrition, le froid et les maladies font des dizaines de milliers de victimes. Affamée, la population doit manger des rats et les animaux du zoo du Jardin des Plantes sont même tués pour leur viande. L'éléphant, le kangourou, le chameau ou encore l'ours rôti font leur apparition sur la carte de certains restaurants. Au début du mois de janvier 1871, le feu s'abat sur Paris. L'armée prussienne pilonne la capitale avec ses puissants canons. À l'agonie, les derniers soldats de la République française doivent battre en retraite. Et à quelques kilomètres de la capitale, au château de Versailles, les Prussiens ont pris leur quartier. « 18 janvier 1871, Galerie des Glaces du château de Versailles. Des centaines d'officiers et tous les princes des royaumes germaniques s'agglutinent dans la fastueuse Galerie des Glaces du château de Versailles. Le lieu, symbole du pouvoir absolu et du glorieux passé de la France, a été choisi pour l'occasion. Otto von Bismarck s'avance sur l'estrade. Vêtu de son uniforme militaire, il bombe le torse et proclame solennellement la création de l'Empire allemand. L'homme savoure sa victoire. Il vient de réaliser son rêve, unifier les pays germaniques. Guillaume Ier, roi de Prusse, devient empereur d'Allemagne. Le 10 mai 1871, le traité de Francfort acte la fin de la guerre. La France, défaite, doit verser une lourde indemnité aux Allemands. Elle accepte aussi de céder une partie de son territoire à l'ennemi. L'Alsace, la Moselle, une partie de la Meurthe et des Vosges sont ainsi intégrés au nouvel empire allemand. Pour la France, l'humiliation est totale. De cette courte guerre naîtra un profond ressentiment et pour certains un désir brûlant de revanche. 4 décennies plus tard, les deux nations s'affronteront dans un nouveau conflit, cette fois-ci mondial. Concernant Otto von Bismarck, l'homme derrière la fake news, sachez qu'il s'est éteint à l'âge de 83 ans le 30 juillet 1898. Sachez également que ces dernières heures ont été marquées par une anecdote historique plutôt inhabituelle. Ce jour-là, Bismarck est allongé dans son lit et il est à l'agonie. À cet instant, 2 photographes s'infiltrent par effraction dans sa maison et viennent le photographier sur son lit de mort. Quelques jours plus tard, le cliché mortuaire est mis en vente et certains acheteurs se montrent intéressés. Ils vont jusqu'à proposer la somme colossale de 30 000 Reichsmark, ce qui représente plus de 200 000 euros. Mais la pratique choque et les photographes sont condamnés par la justice à plusieurs mois de prison. Les négatifs sont confisqués et la justice allemande interdit toute publication de la photo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Effectivement, quelques décennies plus tard, en 1952, un journal allemand décide de publier la fameuse photo. Les amis, il s'agit de l'un des premiers cas de paparazzi de l'histoire. Et pour finir les amis, au sujet de la ville d'Ems, elle n'est pas seulement connue pour sa fake news, mais également pour un autre fait historique marquant.
C'est effectivement ici qu'en 1876, le tsar Alexandre II de Russie décide de promulguer un décret qui interdit l'usage de la langue ukrainienne dans son empire. Voilà pour cette partie de la guerre franco-allemande.